Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce tout premier webinaire en français de l'année 2022 organisé par Digital Frontier Institute et qui aura pour thème comment exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle pour créer un écosystème plus inclusif en Afrique. Donc, pour planter un peu le décor et situer la discussion de ce jour dans un contexte, commençons déjà par définir quelques concepts. Donc, on va commencer par l'inclusion financière qui peut se définir comme la possibilité pour les individus et les entreprises d'accéder à moindre coût à toute une gamme de produits et de services financiers utiles et adaptés à leurs besoins. Donc, elle est mesurée par les banques centrales à travers plusieurs indicateurs qui apprécient le niveau d'accès, l'utilisation et les coûts des services financiers. Donc, dans l'UEMOA, par exemple, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, mesure le niveau global de l'inclusion financière à travers un indice synthétique, donc l'indice synthétique de l'inclusion financière, l'IIF, qui est calculé en tenant compte d'un certain nombre d'indicateurs, il y en a 7 en tout, et cet indice synthétique est une valeur unique comprise entre 0 et 1, qui traduit respectivement une situation d'exclusion totale, lorsqu'on se situe le plus proche possible de 0, et une situation d'inclusion financière aboutie lorsqu'on se rapproche le plus possible du 1. Donc, en 2020, dans l'UEMOA, cet indice est ressorti à 0,5, correspondant à un niveau d'inclusion financière élevé, contre 0,13 en 2010, donc 10 ans plus tôt. Ce qui veut dire, en termes très simples, qu'en 10 ans, des progrès importants ont été réalisés sur le plan de l'inclusion financière dans la zone UEMOA. Toutefois, malgré ces progrès, la BCAO est consciente que d'importants défis restent à relever pour l'atteinte de l'objectif global de sa stratégie régionale d'inclusion financière adoptée en 2016. Et ces défis sont par exemple l'intégration de la digitalisation dans les processus de conception et de distribution des produits et services financiers en vue de réduire les coûts de mise en place des infrastructures d'accès, la densification des réseaux de distribution, notamment dans les zones rurales, pour une accessibilité physique des points de services financiers, la diversification des produits et services financiers et le développement de services financiers de proximité pour faciliter l'accès des populations exclues. Il y a encore beaucoup d'autres défis, mais on va s'en tenir à cela. Donc, plusieurs banques centrales d'Afrique, du centre, du nord ou de l'Est sont confrontées à des défis similaires, même si les approches pour les adresser sont complètement différentes. Donc, une fois encore, le sujet qui nous réunit aujourd'hui est comment exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle pour créer un écosystème plus inclusif en Afrique. Donc, l'intelligence artificielle, on l'a définie comme la capacité d'une machine à réaliser des fonctions associées à l'esprit humain, telles que la perception, le raisonnement, l'apprentissage, l'interaction avec l'environnement, la résolution de problèmes et même l'exercice de la créativité. Donc, soyons maintenant moins théoriques et prenons des exemples concrets pour apprécier l'intérêt de l'intelligence artificielle dans la finance inclusive. Vous êtes client d'une institution financière et vous souhaitez aviser votre banque de votre changement d'adresse. Avez-vous besoin pour cela de vous rendre en personne à la banque? Votre banque ne dispose-t-elle pas d'un chatbot, c'est-à-dire un robot virtuel, capable d'analyser le contenu de votre message WhatsApp ou de l'email que vous lui adressez pour vous aider à modifier votre adresse? Vous êtes un agent marchand de mobile money situé dans une zone reculée et vos clients sont des producteurs de cacao, de riz, de coton, de maïs, de toute autre culture. Et on sait bien que le manque de liquidité, de cash, peut être dommageable à votre activité. Votre opérateur mobile money vous assiste-t-il dans la prévision de vos besoins en liquidité? Ne dispose-t-il pas d'outils permettant de prévoir à chaque campagne agricole les besoins en liquidité de ses agents? Ne peut-il pas évaluer votre solvabilité sur la base de votre historique de transactions pour vous accorder un crédit de trésorerie? Dernier exemple, vous êtes un haut cadre de la direction de l'inclusion financière de la Banque centrale et vous avez à cœur de renforcer la protection des consommateurs des services financiers. Eh bien, cher monsieur, nous avons une question pour vous. Est-ce que vous faites attention aux plaintes des clients des services financiers exprimées sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes capable de recourir à l'intelligence artificielle pour identifier les sujets de préoccupation des clients du système financier? Par exemple, les clients dénoncent sur les réseaux sociaux des cas récurrents de prélèvements non justifiés sur leur compte auprès des institutions de microfinance, des réclamations non traitées.
des cas de fraude à la carte bancaire. Ou même, au passage, vous remarquez que les internautes sur les réseaux sociaux se préoccupent de l'indisponibilité récurrente des guichets automatiques de certaines banques ou des temps d'attente trop longs au niveau des services de caisse. Votre banque centrale analyse-t-elle ce qu'on va appeler familièrement les bruits des réseaux sociaux? Donc, voilà autant d'applications concrètes de l'intelligence artificielle dans le domaine de la finance inclusive qui peuvent permettre, par exemple, d'améliorer la distribution des produits et services et l'expérience client en réduisant les tracasseries et en limitant les coûts d'accès aux services, de soutenir la densification des réseaux de distribution en facilitant, par exemple, la pénétration du mobile money en zone rurale par une meilleure gestion de la liquidité des agents marchands ou, par exemple, d'améliorer la surveillance par le régulateur du secteur financier en analysant les publications sur les réseaux sociaux des clients du secteur financier. Donc, c'est donc pour explorer le potentiel offert par l'intelligence artificielle pour la finance inclusive que nous avons le plaisir de recevoir sur notre panel le docteur Eric Adja, qui est le président de l'Agence francophone de l'intelligence artificielle, l'AFRIA, basée à Genève, en Suisse. Docteur Adja, soyez le bienvenu. Merci, M. Lokossi. Merci, docteur. Nous avons également le plaisir de recevoir sur ce panel M. Daouda Amadou, qui est le CEO de Novatech, une fintech basée à Niamey au Niger. Daouda Amadou, soyez le bienvenu. Merci Maxime, bonjour à tous, merci. Merci. Alors, avant d'ouvrir la discussion, je voudrais vous donner chacun 30 secondes pour nous présenter d'abord l'AFRIA et ensuite Novatech. Docteur Adja, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, M. Lokossi. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à ce panel de DFI ainsi que tout le comité d'organisation. Et merci aussi à mon copanéliste, M. Amadou, pour ces échanges que nous aurons ensemble. Et effectivement, depuis 2019, je préside l'Agence francophone de l'intelligence artificielle, une ONG internationale basée à Genève, dont l'objectif est vraiment de contribuer à la diffusion des enjeux de l'intelligence artificielle pour les pays francophones. Nous avons des bureaux en France, et au Canada, au Vietnam et surtout en Afrique. Nous sommes en train de nous implanter au Bénin, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et l'objectif de l'AFRIA repose sur trois fondements, à la fois la formation, d'une part, d'autre part, la gouvernance, la sensibilisation aux gouvernants, et puis la communication. Pour nous, l'intelligence artificielle doit être mise au service des populations, à la base, donc ça c'est la formation des étudiants du secteur privé, mais aussi doit faire l'objet d'actes réglementaires et éthiques à travers des stratégies nationales. C'est là donc le côté gouvernance, c'est-à-dire l'appui au gouvernement pour maîtriser l'IA dans le cadre des développements nationaux. Et enfin, la communication à travers donc, nos projets, nos programmes de vulgarisation de l'IA afin de permettre aux populations de s'approprier des technologies en jeu. Nous en parlerons tout à l'heure concernant l'inclusion financière. Mais voilà globalement ce que fait l'AFRIA. Merci. Merci, docteur Adja. Je vais maintenant donner la parole à Daouda Amadou pour nous présenter Novatech. Merci, Eric, merci docteur. Donc, je suis Daouda Amadou, je suis le CEO de Novatech, qui est une entreprise basée à Niamey au Niger. Donc, nous intervenons effectivement dans le numérique, donc dans la digitalisation notamment de certains secteurs, notamment l'agriculture, la santé. Et aussi, nous sommes aussi dans la fintech. Donc, nous développons des solutions qui sont beaucoup axées sur les besoins des populations, surtout des populations marginalisées qui se retrouvent en milieu rural. Donc, nous avons déjà pas mal d'expérience dans ce domaine que nous allons partager avec vous. Et merci Maxime, merci à DFI pour cette opportunité. Et je tiens aussi à remercier Dr Eric Adja pour tout le travail qui est fait dans le cadre, en tout cas du numérique dans l'espace francophone. Donc, nous aurons l'occasion de rentrer un peu plus en détail sur certaines expériences sur lesquelles nous sommes en train de travailler, en lien bien sûr avec l'inclusion financière, surtout en milieu rural au Niger. Merci. Merci Daouda. Alors, avant en fait que nous ouvrions cette discussion, j'aimerais quand même rappeler à l'attention de nos chers participants que ce webinaire
sera enregistré et publié sur le site de Digital Frontier Institute et sur YouTube, que nous aurons une discussion qui va durer environ 45 minutes et que les participants peuvent interagir avec nous en posant leurs questions via le chat box. Donc, nous allons consacrer environ une quinzaine, voire une vingtaine de minutes pour pouvoir répondre à leurs questions. Et j'aimerais justement que les participants puissent préciser leur nom, prénom, email, afin que si au terme de la discussion, nous n'arrivions pas à répondre à l'ensemble des questions, que nous puissions leur envoyer des réponses écrites au cours de la semaine prochaine. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir la discussion. C'est vrai que j'avais déjà défini l'intelligence artificielle dans mon propos introductif, mais j'aimerais quand même, avec le docteur Adja, que nous puissions redéfinir, ou je dirais plutôt approfondir nos connaissances sur l'intelligence artificielle. Donc, la première question que je poserai au cours de cette discussion, elle sera adressée au docteur Adja, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, docteur Adja? Oui, je vous remercie. Effectivement, vous avez déjà campé le décor tout à l'heure en donnant une définition assez précise de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi, pour répondre à votre question, j'essaierai d'être peut-être un peu plus large afin d'élargir cette définition et de la rendre justement, de l'appliquer à ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire les enjeux de l'inclusion financière. D'abord, pour faire simple, pour faire vraiment très simple, disons que l'intelligence artificielle, c'est d'abord de l'informatique. C'est de l'informatique avancée. Parce que beaucoup de personnes nous posent des questions sur les dangers de l'intelligence artificielle, sur ce mythe des robots qui risquent de prendre possession de l'humanité et de s'en rendre maître et possesseur. Nous voulons d'abord dire Allô? Vous m'entendez? Oui, docteur, nous vous recevons maintenant. Nous avons perdu pendant quelques secondes. Voilà. Donc, nous voulons préciser d'abord que l'intelligence artificielle, c'est de l'informatique. Ce sont des programmes informatiques qui permettent de traiter une large base de données. C'est pourquoi on parle de big data, c'est-à-dire de données massives. Et l'intelligence artificielle permet aux ordinateurs, en fait, d'apprendre beaucoup de ces données pour pouvoir traiter des informations à une vitesse plus grande que l'esprit humain. C'est pourquoi on parle d'apprentissage profond, c'est-à-dire de deep learning. Vous voyez? Donc, le but de l'intelligence artificielle est de simuler l'esprit humain en apprenant un certain nombre d'opérations à travers une large masse de données. C'est vraiment ce qui permet aujourd'hui de pouvoir traiter beaucoup de données pour faciliter justement un certain nombre d'opérations comme au niveau des banques, au niveau bancaire, pouvoir faire du scoring au niveau des clients d'une banque ou d'une institution de microfinance. L'esprit humain ne peut pas traiter toutes ces données. Voilà pourquoi les ordinateurs sont mis à contribution, les algorithmes sont mis à contribution pour permettre, à travers l'historique du client, à travers l'historique d'un certain nombre d'usagers, pouvoir prédire le comportement du client afin de mettre en place le crédit ou le service financier. Voilà un peu ce que nous pouvons dire pour définir l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'autres thèmes en parlant de deep learning, en parlant d'apprentissage profond ou bien de différents concepts dans lesquels nous n'allons pas aller plus en profondeur, sachant que notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment l'IA s'applique ou contribue à l'inclusion financière. Nous allons en reparler tout à l'heure dans le cadre de cette discussion. Je vous remercie. Merci, docteur. Je vais rester avec vous. En fait, aujourd'hui, de votre position, quel est votre regard par rapport à l'appropriation par le secteur financier africain de l'intelligence artificielle? Oui, merci. Justement, juste avant d'y arriver, justement, d'abord, les enjeux de l'intelligence artificielle en Afrique, ce sont des enjeux liés à une IA qui soit éthique, une IA qui puisse justement contribuer à tout ce qui est développement durable, à l'égalité du genre. Donc, notre objectif à l'AFRIA, c'est de faire en sorte que l'intelligence artificielle contribue
à la réalisation des ODD. Et justement, dans ce cadre, nous avons la question de l'inclusion financière. Et c'est ce qui justifie votre réponse. Comment est-ce que les institutions financières, comment est-ce que le secteur s'approprie les enjeux de l'intelligence artificielle? Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais répondre par un exemple très concret qui concerne le Togo, par exemple. Comment le Togo a utilisé l'intelligence artificielle pour contribuer à l'inclusion financière. Comme ça, nous serons dans des approches vraiment pragmatiques pour ne pas rester que dans les enjeux théoriques. Vous avez certainement entendu parler donc du dispositif NonVC. NonVC, donc, qui est un programme de transfert monétaire au service des plus pauvres. Et au Togo, justement, le gouvernement a utilisé des données géospatiales et démographiques grâce à des algorithmes pour permettre de cibler et d'optimiser les régions du pays où il y a le plus de personnes vulnérables afin de pouvoir orienter l'attribution, l'allocation des ressources financières de NonVC. Donc, des outils ont été utilisés, ont été mis à disposition par la Banque mondiale à travers l'Association internationale de développement, IDEA, dans le cadre de ce programme, d'un programme d'identification pour l'intégration régionale et l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest. Et à travers ces algorithmes qui ont permis d'analyser la carte du Togo ainsi que la densité de population, justement, l'application a permis d'identifier les 100 cantons les plus pauvres du pays. Et grâce à ces données géospatiales qui ont été analysées, le gouvernement a pu, avec bien sûr l'analyse des données, voilà pourquoi il faut aussi, dans l'IA, un des enjeux de l'IA, c'est une parenthèse que j'ouvre, c'est de former beaucoup de data scientists, beaucoup de jeunes qui puissent lire les données, qui puissent interpréter les données et en faire des outils d'aide à la décision. C'est un des enjeux sur lesquels l'AFRIA travaille actuellement. Donc, justement, à travers l'analyse des données, le gouvernement a pu, grâce justement au découpage territorial et avec les algorithmes d'apprentissage profond, a pu identifier donc ces 100 cantons avec 57 000 bénéficiaires vulnérables qui ont été ciblés pour pouvoir bénéficier assez rapidement de ce programme d'allocation de ressources, le programme NonVC. Et cela a permis justement de cibler directement les populations les plus pauvres et d'en faire une cible bénéficiaire. Voilà un exemple concret d'inclusion financière favorisée, facilitée par l'usage des algorithmes, l'usage de l'intelligence artificielle, parce que justement, les données antérieures récoltées parfois sont biaisées ou parfois doivent être renouvelées et ne répondent pas souvent aux réalités locales. Voilà pourquoi, justement, il est important de recourir au ciblage des données pour pouvoir aider à la décision politique ou à la décision publique. Donc, pareil pour la question, donc, justement, du secteur bancaire ou la question de l'attribution de microcrédits dans certains pays où, justement, il y a aussi tout un travail qui est facilité par le recueil de données, l'analyse des données provisoires et surtout la question donc du nombre de femmes dans chacune de ces régions pour pouvoir orienter l'allocation des ressources. Voilà ce que je pourrais donner comme exemple concret et comme une première réponse à votre question, Monsieur Lokossi. Je vous remercie. Merci, Dr. Adjak. C'est vrai que c'est assez édifiant l'exemple du Togo qui est arrivé dans le cadre de son programme NonVC à pouvoir identifier les zones où se concentrent beaucoup de populations défavorisées. Je crois quand même que c'est des exemples qu'on pourrait suivre puisqu'il y a quand même pas mal de programmes de transfert monétaire qui se mettent en place. Je crois qu'ici au Bénin, il y en a encore un, à part le programme qui avait été mis en place au moment de la COVID, il y a encore un nouveau programme de transfert monétaire qui se prépare. Donc là, j'aimerais me tourner maintenant vers Daouda Amadou et pour savoir aujourd'hui quels sont les défis de l'inclusion financière dans un pays comme le Niger et est-ce qu'une technologie comme l'IA est assez courante dans le secteur financier nigérien? Merci, merci Maxime, merci à Docteur aussi. Donc, merci pour cette question. Effectivement, le Niger fait partie des pays où effectivement l'inclusion financière constitue un grand défi. Si vous prenez déjà même les chiffres de la BCAO,
dans l'espace UEMOA. Nous sommes en 2018, en tout cas, le dernier chiffre que j'ai, autour de 17,6%. Donc, c'est pour dire que déjà même l'inclusion financière est très faible au Niger et c'est beaucoup concentré en milieu rural. Donc, comme l'a dit le docteur, l'IA, c'est vraiment une continuité vraiment de l'informatique, mais beaucoup plus poussée, dont on parle de la partie artificielle. C'est sûr que l'intelligence biologique que nous avons ne permet pas de résoudre beaucoup de problèmes de manière très rapide. Maintenant, avec cette avancée de la technologie, ça permet en tout cas de mettre en place ce qu'on appelle des programmes, en fait, ce qu'on appelle dans le jargon informatique des algorithmes, qui permettent de faire des calculs beaucoup plus rapides. Donc, le Niger, effectivement, fait face à pas mal de défis, mais des actions sont en cours, aussi bien par l'État que par les partenaires techniques, et surtout par les fintechs, dont Novatech en fait partie. Donc, pour le moment, à Novatech, de manière concrète, nous sommes actuellement en train de travailler sur une solution qui permet d'utiliser en tout cas des plateformes déjà existantes. Donc, l'idée pour nous, c'est de pouvoir partir sur de l'existant, notamment aujourd'hui, quand vous prenez, je ne sais pas pour faire de la pub, mais quand vous prenez aujourd'hui WhatsApp, nous sommes actuellement en train de travailler sur un robot WhatsApp qui est déjà en mode test avancé, qui permettra, via ce robot WhatsApp-là, au cultivateur qui ne sait pas lire, ou bien la personne vivante en milieu rural qui ne sait pas lire et écrire en français, d'utiliser des symboles pour interroger un robot. Et ce robot-là qui est déjà en amont a été déjà paramétré et vous permettra d'avoir certaines informations, notamment par exemple en l'interfaçant bien sûr avec ce qu'on appelle les API. Les API, ce sont les interfaces de programmation des institutions bancaires pour les connecter de manière sécurisée, bien sûr, parce qu'il y a la question de la sécurité. Et donc, un exemple concret, vous êtes au village, donc vous interrogez le serveur, il peut vous envoyer votre solde, par exemple, sous forme vocale. Parce que le défi, c'est l'analphabétisme, qui est aussi le taux d'analphabétisme qui est très élevé, en fait, d'analphabétisme qui est très élevé au Niger. Donc, beaucoup d'adultes et même des personnes je peux dire assez jeunes ne savent pas lire et écrire. Donc, l'IA, bien sûr, peut être un outil qui peut permettre vraiment à cette population défavorisée, cette population qui est exclue du système financier normal, d'utiliser des outils déjà qu'elles savent bien utiliser aujourd'hui. L'expérience utilisateur de WhatsApp fait en sorte que même une personne qui ne sait pas lire et écrire peut utiliser cet outil-là. Donc, nous, l'idée, c'est de partir sur cet outil-là. Et déjà, notre robot, il est déjà opérationnel. Nous sommes en train de le tester. Déjà, nous pouvons récupérer déjà de la vidéo automatisée. Donc, ça permet déjà de faire de l'éducation de manière d'éducation financière. Donc, c'est pour dire que, bien sûr, je rejoins ce que le docteur a dit. L'IA, ce n'est pas quelque chose... c'est vrai, il y a beaucoup de choses négatives qui se disent. Peut-être les machines vont remplacer les humains. Mais l'application de l'IA, en tout cas dans le domaine de l'inclusion financière, peut vraiment booster ces taux-là qui sont très faibles, en tout cas nous, dans notre pays. Et avec tous les défis que nous avons, surtout pour les populations vivant en milieu rural, où le taux, chez nous au Niger, près de 80% de la population vit en milieu rural. Donc, imaginez déjà le défi qu'il y a avec les solutions. Ne disons pas que les solutions actuelles ne fonctionnent pas, mais très peu de solutions sont adaptées à ces réalités. Donc, l'IA aujourd'hui peut vraiment apporter une solution et je vous le confirme, c'est bel et bien possible. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas sorcier, c'est des choses qui vont venir et qui vont venir très, très vite. Voilà ce que je voulais dire pour répondre à cette question, Maxime. Merci, Hamadou. Je crois que je vais me retourner vers le docteur Eric Adja. C'est vrai que, docteur Adja, dans votre développement, vous avez déjà évoqué certaines actions menées par l'AFRIA, justement pour accompagner les gouvernements africains. Dans vos propos, vous avez par exemple évoqué aujourd'hui la formation des data scientists, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur, est-ce que vous pouvez nous en dire beaucoup plus sur les actions qui sont menées par l'AFRIA pour adresser les problématiques spécifiques du secteur financier africain? Oui, je vous remercie. La première action, c'est vraiment la formation. Vous savez, depuis le mois dernier, justement, nous avons lancé un partenariat avec l'un de nos partenaires, Prométhée, qui est une PME française d'un nouveau domaine qu'on appelle le New Space, le néospatial. C'est un domaine qui permet aujourd'hui à des pays
moins riches et surtout à des opérateurs privés de pouvoir se lancer dans la conquête spatiale. Cela vous fait penser par exemple à Richard Branson ou bien à d'autres acteurs comme Elon Musk qui ont réussi en tant qu'acteurs privés à pouvoir entrer dans le domaine des satellites alors que c'était des domaines régaliens réservés uniquement aux États. Et justement, grâce au néospatial, grâce à ce domaine-là, des pays qui avaient moins de capacité financière peuvent aujourd'hui, par le biais de ce qu'on appelle les nanosatellites, c'est-à-dire des satellites de moins grande taille, pouvoir prétendre aujourd'hui à pouvoir s'engager dans l'aventure spatiale. Pourquoi? Parce que l'espace aussi est devenu aujourd'hui un enjeu important de souveraineté, mais aussi de recueil de données afin de pouvoir favoriser les analyses géospatiales, favoriser la prévention des changements climatiques, favoriser pour l'agriculture les questions liées à la récolte, à l'anticipation des récoltes. Donc, l'AFRIA a commencé un cycle de formation avec Prométhée pour favoriser ce qu'on appelle les liens entre l'IA et le New Space, le néospatial, afin de former des cadres dirigeants du secteur privé, des banques et d'autres domaines sur l'utilisation des données géospatiales dans les questions de développement. Donc, quand on parle de développement en général, l'inclusion financière en fait partie. Parce que, comme vous le savez, cela a été rappelé aussi tout à l'heure par M. Amadou, les enjeux de l'inclusion financière sont non seulement pratiques liées aux aspects de transfert monétaire, mais aussi ont des aspects technologiques d'accès à la formation, d'accès à la connaissance, d'accès au savoir. Et dans les pays où les systèmes financiers demeurent faiblement développés, comme vous le savez, le financement, l'accès au financement constitue un enjeu majeur, tant pour l'État que le secteur privé. Et vous le savez aussi mieux que moi, et puis beaucoup de participants en ligne sont dans le secteur bancaire. L'un de nos problèmes en Afrique, c'est la question de l'accès au financement des PME. Vous le savez, nos banques sont surliquides, mais à cause de la perception du risque, nos PME n'ont pas suffisamment accès au financement. Donc, l'AFRIA essaye aussi justement à travers ces programmes de formation, à travers aussi des programmes liés au renforcement des capacités, de voir comment accompagner les PME dans le lien, au niveau de l'intermédiation avec les systèmes financiers pour favoriser, faciliter le scoring de ces clients afin de pouvoir faire en sorte que l'accès au système financier bancaire ou décentralisé soit beaucoup plus facilité. Vous voyez, surtout au niveau des entreprises. C'est vraiment un des aspects. Là, nous avons un partenariat qui est en cours de discussion, qui sera bientôt signé avec ce qu'on appelle le CIPB, le Conseil des investisseurs privés du Bénin, et pour justement favoriser l'action des investisseurs en faveur des PME dans le secteur du numérique. Voilà quelques activités que nous faisons, mais c'est surtout dans le domaine de la formation, dans le domaine aussi de l'accompagnement du cadre réglementaire. Nous avons prévu dans les prochaines semaines justement des rencontres avec les acteurs de l'UEMOA pour voir comment justement accompagner l'UEMOA dans le cadre réglementaire, dans la modification du cadre réglementaire, dans l'adaptation du cadre réglementaire pour favoriser justement des systèmes de financement comme la finance participative, le crowdfunding. Vous savez que certains pays, la plupart, en tout cas en Europe, ont déjà un cadre réglementaire, ont déjà une loi, mais dans nos pays, il y a encore du travail à faire, surtout au niveau de la sous-région ouest africaine que nous connaissons le mieux. Il y a une réglementation à mettre en place pour favoriser le financement participatif, donc l'accès au financement par la foule, mais par le biais des plateformes numériques. Donc voilà aussi quelque chose, un travail sur lequel nous avons commencé à faire un certain nombre de consultations pour dire que notre travail au niveau de l'AFRIA se veut vraiment au plus près des besoins des populations, mais en lien avec les partenaires potentiels. Donc c'est aussi, je profite de cette discussion pour lancer un appel aux partenaires potentiels qui peuvent être intéressés par nos actions pour que nous puissions travailler ensemble. Et un dernier exemple que je voulais donner, c'est le côté mobile big data.
Vous savez, l'année dernière, l'AFRIA a travaillé avec GSMA, l'Association mondiale des GSM, pour voir comment accompagner justement un certain nombre d'institutions en Afrique, notamment au Bénin, pour maîtriser ce qu'on appelle les mobile big data, les données mobiles, bien sûr anonymisées, pour faciliter l'allocation d'un certain nombre d'actions en fonction justement en fonction des mouvements des populations. Vous voyez, et ce genre de données, ce genre de tableau de bord peut aider aussi des institutions financières dans leurs opérations, dans leurs actions justement d'intervention financière. Voilà quelques exemples, sans aller trop dans les détails, que nous pouvons donner pour contribuer au développement financier dans les pays de la sous-région. Merci. Merci, docteur. C'est vrai que tout à l'heure, nous reviendrons vers vous par rapport justement à ces recommandations aujourd'hui que vous formulez à l'endroit des décideurs, notamment dans notre région ici au niveau de l'UMOA. Ça nous intéresse particulièrement. Mais j'aimerais revenir sur un élément de votre intervention concernant les crédits qui pourraient être mis à disposition, on va dire des exclus du secteur financier, parce que vous avez en temps évoqué les PME. Alors, la question que je voudrais vous poser à ce niveau, parce que quand on parle de crédit aujourd'hui qui est facilité par des technologies telles que l'intelligence artificielle, si on prend des pays comme le Kenya, on s'aperçoit tout de suite que les montants quand même sont assez limités. Il s'agit de montants qui en général sont compris entre $10 et $1000. Donc, on parlerait, si on devait s'exprimer en CFA, on parlerait de 600 000 francs. Il y a quelques exemples où on a des montants un peu plus importants, mais il reste quand même assez rare. Et la question que je voudrais vous poser à ce niveau est de savoir, est-ce que vraiment on adresse la question des PME avec l'intelligence, du financement des PME avec l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'on ne parlerait pas plutôt d'adresser la question du financement des populations très faiblement bancarisées, puisqu'on sait que les montants de financement demandés par les PME, les montants individuels sont beaucoup plus importants que des montants tels que $1000, $1200. Oui, je vous remercie. Alors, vous savez, les besoins sur le continent sont tellement énormes qu'il est difficile de suivre un seul chemin ou d'avoir un seul public cible. Que ce soit le public des PME ou le public des populations les plus vulnérables, tous ces publics sont tout autant importants afin de pouvoir à la fois travailler sur les besoins urgents des populations pauvres dans le cadre des ODD, mais en même temps soutenir les PME pour favoriser la création de richesses et d'emplois. Comme vous le savez, seul le secteur privé peut créer la richesse nécessaire pour pouvoir justement, à travers la redistribution de ces richesses, pouvoir impacter les populations les plus pauvres. Donc, nous pensons qu'il faut travailler sur plusieurs niveaux, sur plusieurs niveaux de l'échelle financière. Et un des éléments qui peut aider ou qui aide déjà à cela, c'est le côté vraiment, ce qu'on appelle aussi la finance mobile aujourd'hui, grâce à la bancarisation. Donc, grâce à tout ce qui est opération via le téléphone, il y a vraiment une réelle possibilité de pouvoir impacter les populations les plus vulnérables parce que celles-ci ont de plus en plus accès, grâce à la téléphonie mobile, à ces services-là. Comme vous le savez, selon les statistiques, plus de 475 millions d'Africains sont des potentiels utilisateurs aujourd'hui de l'Internet mobile. Donc, il y a aujourd'hui plus que jamais une grande possibilité de faciliter la fourniture de services financiers numériques grâce au téléphone. Et cela est une piste qui est de plus en plus utilisée depuis les expériences de M-Pesa au Kenya jusqu'à aujourd'hui avec les mobile money et tous ces enjeux. Nous avons aujourd'hui une grande capacité, une grande opportunité de pouvoir atteindre, en intégrant dans ces applications de téléphonie mobile des applications d'intelligence artificielle, de pouvoir être doublement gagnant à la fois sur le terrain des populations les plus vulnérables pour la redistribution monétaire, mais en même temps au niveau des PME par la création de services financiers liés à la digitalisation de certaines opérations, à la facilitation de la création
d'entreprises, à la faciliter justement l'accès du crédit, faciliter l'accès à la commande publique. Vous voyez, ce genre d'initiative peut permettre de, comme on dit en stratégie, de faire coup double, à la fois au niveau basique et comme au niveau supérieur. Et vous le savez, nous ne réinventons pas la roue, il y a de plus en plus d'initiatives sur le terrain. Je donne l'exemple, par exemple, de la firme IBM, qui aujourd'hui est en train de travailler avec des banques africaines pour fournir des solutions bancaires, des solutions donc hybrides, afin de délivrer donc disons, des applications qui permettent d'élargir l'accès aux services financiers. Et là, pour être concret, sans faire de la publicité, il y a des banques aujourd'hui comme EcoBank, Netbank ou même Attijari Wafa Bank, UBA aussi, qui travaillent aujourd'hui avec IBM pour voir comment utiliser des technologies pour justement contribuer à booster l'inclusion financière à travers un certain nombre d'applications pour faciliter les transactions monétaires, faciliter la monétique, faciliter la création de certaines puces que les utilisateurs peuvent utiliser dans leur téléphone pour justement un certain nombre, pour faciliter un certain nombre d'applications. C'est difficile d'entrer dans les détails parce que ce sont des projets privés, enfin des projets internes à ces banques, mais c'est pour dire que quelque chose vraiment sur le continent est en marche. J'ai donné l'exemple de Novici au Togo parce qu'il y a de plus en plus de firmes technologiques européennes, enfin du Nord, qui s'intéressent et qui viennent sur le continent et en lien avec les banques, en lien avec le gouvernement, pour contribuer vraiment à cette inclusion financière et sur laquelle déjà il y a des entreprises locales aussi qui avancent déjà, comme on vient de le voir pour le Niger. Vous voyez, et donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de concret qui se fait, que la FRIA souhaite accompagner et qu'ensemble avec DFI et d'autres institutions, nous pouvons vraiment accélérer. Merci. Nous sommes tout à fait ouverts à cela au niveau de DFI. Merci, Dr. Adja. Je pense que peut-être nous allons nous rapprocher de vous afin de pouvoir explorer les possibilités de collaboration dans ce domaine, puisque nous intervenons très spécifiquement dans le domaine de la formation et de la formation en finance digitale. Et donc, nous sommes également une institution qui œuvre dans le sens de la mise en œuvre, disons, de l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, nous sommes parfaitement alignés. Donc, avant peut-être de me tourner vers Daouda Amadou, j'aimerais quand même rappeler à l'attention des participants qu'ils ont la possibilité d'interagir avec nous en envoyant leurs questions via le chat box. Donc, maintenant, je me tourne vers Daouda Amadou. Donc, vous êtes membre d'une association de FinTech au Niger. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous avez déjà évoqué quelques applications de l'intelligence artificielle dont vous êtes le promoteur dans votre FinTech. Mais j'aimerais savoir plus généralement au niveau du Niger, quelles sont les applications concrètes de l'intelligence artificielle, par exemple, dans le milieu bancaire ou bien au niveau des opérateurs de mobile money. Merci, Maxime. C'est vrai que, parlant globalement même de la technologie liée à l'IA, c'est vrai que quand on regarde un peu nos pays, c'est quand même assez récent, un docteur l'a dit tout à l'heure, mais beaucoup de choses sont en train d'être faites. Donc, pour que nous, le Niger, nous ne ratons pas en tout cas, cette trajectoire-là qui est en train de se tracer, nous sommes d'abord regroupés au sein d'une association qu'on appelle la Niger FinTech Association. Donc, je suis membre fondateur au passage. Donc, nous avons jugé utile de réunir nos forces, parce que comme on dit, l'adage dit, seul on va vite, mais ensemble on va très loin. Donc, et déjà, nous voyons déjà les premiers résultats parce que tout récemment, nous avons participé à la toute première journée de l'inclusion financière et de l'innovation technologique où les FinTech ont été mises en lumière et grâce vraiment, en tout cas, aux décideurs politiques. Il y a eu même une compétition de FinTech qui a été organisée et dont 3 ont été primés. Donc, pour revenir sur la partie des applications concrètes dans ce domaine, c'est en gestation, on peut dire que c'est en laboratoire, donc sur le terrain de manière concrète. En plus de Novatech, d'autres startups
travaille là-dessus. Déjà, il faut dire que pour aboutir à l'IA, il faut d'abord une masse critique d'informations dont on parle de la... donc, comme on dit, l'IA est surtout basée sur le big data, donc des masses volumétriques, je peux dire, de données sur lesquelles les algorithmes de traitement automatique vont jouer. Donc, pour le moment, c'est assez embryonnaire, mais c'est en cours de... c'est en cours, en tout cas, on espère que dans les 2-3 années à venir, on pourra vraiment trouver des solutions concrètes. Donc, à part l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure du robot WhatsApp sur lequel nous sommes en train de travailler, d'autres startups travaillent aussi sur d'autres projets déjà. Les solutions sont déjà utilisées, notamment liées à tout ce qui est paiement via des API des opérateurs. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, dans le système financier, surtout dans la finance digitale mobile, on travaille beaucoup avec les opérateurs pour accéder. Mais néanmoins, je peux donner déjà un autre exemple où l'IA peut intervenir. Aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, on peut utiliser l'IA, par exemple, dans tout ce qui est reconnaissance vocale. Prenons, par exemple, en milieu rural, des personnes, par exemple, des femmes, surtout les femmes, on peut dire, qui font partie vraiment des populations les plus défavorisées, en tout cas les plus marginalisées du système financier classique, ou qui ne savent pas toujours lire et écrire, peuvent utiliser ce qu'on appelle la reconnaissance vocale pour accéder à des services de paiement. Par exemple, sur la base des QRC, par exemple, on peut, par exemple, enregistrer en amont la voix de la personne, du client, et lors des opérations peut-être de paiement ou de cash-in ou de cash-out, la voix sera comme, en plus des autres informations de QRC, l'empreinte vocale peut être utilisée pour identifier la personne, pour s'assurer que vraiment le QRC est renforcé. Donc, ça peut faire, ça fait gagner pas mal de temps. Il faut juste de voir l'expérience utilisateur. Donc, l'IA peut vraiment intervenir surtout dans l'amélioration de l'expérience utilisateur, des solutions qui sont adaptées vraiment au monde rural. Surtout le cas du Niger où je disais que le taux d'analphabétisme est un des facteurs bloquants, en tout cas, de l'augmentation du taux d'inclusion financière, surtout en milieu rural. Donc, en gros, c'est en bonne voie. Et au passage, je tiens en tout cas à féliciter le docteur pour tous les efforts qui sont faits parce qu'il ne faut oublier qu'il y a la partie formation. Et effectivement, que ce soit l'Agence de l'intelligence artificielle de la francophonie, que ce soit DFI, la partie formation est très importante, non seulement pour tous les acteurs, hein, mais surtout aussi pour les fintechs, pour permettre vraiment déjà, parce que la majorité des fintechs sont généralement des informaticiens, des programmeurs, mais c'est bon aussi d'avoir aussi une vue à 360 degrés de tout ce qui se passe autour de la finance digitale. Donc, en résumé, voilà ce que je dis. Mais nous sommes sous la voie et nous espérons qu'avec l'appui, en tout cas, des institutions que le docteur dirige et de la DFI et d'autres mêmes acteurs, nous pourrons aboutir vraiment à des solutions qui sont surtout adaptées. Parce que le défi ici, c'est vrai, on peut se dire qu'ailleurs, ça marche bien, mais tant que la solution ne répondra pas, ne répondra pas aux vrais besoins et sera surtout adaptée aux réalités, c'est sûr que beaucoup de solutions ne pourront pas aboutir. Donc, l'idée pour nous, c'est comment ces technologies qui sont liées à la big data, à l'intelligence artificielle, aux objets connectés, à la blockchain, à toutes ces nouvelles technologies, en tout cas toutes ces technologies émergentes, comment les adapter dans des contextes propres à nos pays où nous avons des contraintes culturelles, des contraintes liées, bien sûr, à d'autres facteurs, comment les adapter. Et cela est bel et bien possible. Et c'est sur ça que nous, en tout cas, au sein de Novatech et d'autres fintech de en tout cas du Niger, nous sommes en train de travailler. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce point-là. Merci Daouda, c'est tout à fait édifiant. Là, je vais me tourner vers le docteur Adja, en fait, pour poser peut-être la question qui fâche, en tout cas dans le secteur financier. Alors, très souvent, quand on parle d'intelligence artificielle et de robots, on a tendance à craindre des suppressions d'emplois. Donc, je donne un exemple concret. L'introduction des chatbox réduit, par exemple, les besoins en personnel d'accueil, en chargé de clientèle. Est-ce que vous ne pensez pas que l'intelligence artificielle peut être une menace à l'emploi ou est-ce que vous penserez plutôt qu'il s'agit que l'intelligence artificielle pousse plutôt vers une réorientation professionnelle? Oui, je vous remercie.
c'est une question pertinente. C'est une question pertinente et nous n'allons pas y répondre de façon démagogique. Nous allons répondre en deux temps. D'abord, dans le premier temps, il faut reconnaître que oui, l'intelligence artificielle constitue une menace potentielle pour les emplois, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Et en deuxième temps, il faut dire que en fait, cette menace n'est pas une menace irréversible ou à long terme, parce que, en fait, tout en menaçant les emplois, un certain nombre d'emplois non qualifiés, l'intelligence artificielle permet de créer des emplois beaucoup plus qualifiés. Vous voyez? Donc, il y a en fait une menace, une perte d'un certain niveau, mais il y a un gain d'un autre niveau. Et une étude très intéressante, en tout cas, je vous invite à consulter cette étude de PwC, Pricewaterhouse, qui a fait une très bonne étude il y a 1 ou 2 ans sur la question de l'IA et de l'emploi. Vous voyez? Et effectivement, cette étude a démontré que, en réalité, les emplois perdus par l'IA, vous avez parlé tout à l'heure des questions des chatbots, donc des agents conversationnels, comme on dit en français, qui permettent aux robots donc, de répondre à des questions des utilisateurs et effectivement constitue une menace pour les emplois dans ce domaine des centres d'appel. Par contre, il a été démontré que dans d'autres domaines, comme justement les data scientists, enfin l'interprétation de données, comme l'analyse des données, on parle de data manager, il y a plus d'une dizaine de métiers différents. Là, il me semble que nous n'entendons plus le docteur Adja. Alors, oui, là, on vous reçoit maintenant. Oui, là, c'est bon. On vous avait perdu pendant quelques secondes. Merci. Donc, il a été démontré que, justement, la perte d'emploi d'un certain niveau est compensée largement, après, effectivement, un certain nombre d'années, par un gain d'emploi, mais avec, justement, des qualifications différentes. Et c'est aussi une opportunité. Comme d'habitude, tout risque, tout problème est aussi une opportunité pour former massivement des compétences dans ces nouveaux métiers de l'intelligence artificielle, vous voyez, que sont l'analyse, le traitement de données et toutes ces questions d'interopérabilité, toutes les questions de renforcement de capacités. Donc, c'est une question excellente que vous avez posée, qui malheureusement ne fait pas encore souvent la une ou la préoccupation des recruteurs ou des instances de formation des cadres africains. Vous savez, il y a un enjeu, là, une opportunité pour transformer les curricula de formation dans nos universités, dans nos centres de formation, afin de créer une masse critique de compétences pour répondre à ces besoins d'emploi, à ces besoins nouveaux de compétences. Et là aussi, c'est aussi un des rôles de la FRIA. Nous rédigeons des notes stratégiques à l'attention des gouvernants, des gouvernements et aussi du secteur privé pour les différents secteurs d'embauche possibles et dans l'intelligence artificielle, en particulier le numérique en général. Et vous savez, beaucoup l'ont perçu, qui commencent à acquérir certaines compétences. Beaucoup de jeunes africains, ça peut être au Niger, au Bénin ou ailleurs. Nous avons vu beaucoup de jeunes, surtout quand j'étais directeur du bureau régional de l'OIF pour l'Afrique de l'Ouest, basé à Lomé. Nous avons eu à former un certain nombre de jeunes et nous avons eu des témoignages de beaucoup de jeunes qui restent dans leur pays et deviennent aujourd'hui des employés, des cadres d'organisations, de banques qui sont à l'étranger et qui arrivent à travailler à distance, à gagner confortablement leur vie sans voyager ou sans prendre le risque de beaucoup de jeunes qui s'embarquent sur des embarcations de fortune pour franchir la Méditerranée parce qu'ils ont pu développer des compétences qui sont recherchées à l'étranger et qui font que aujourd'hui, ça peut être une des solutions à l'immigration clandestine en formant des jeunes de plus en plus dans le secteur du numérique et de l'IA qui peuvent, depuis l'Afrique, fournir des prestations de services efficaces à des entreprises, à des banques en Europe, aux États-Unis et ailleurs, tout en gagnant des salaires confortables, en restant, s'ils le veulent d'ailleurs, s'ils le souhaitent dans leur pays. Cela pourrait être intéressant. Je donne cet exemple parce que, en réalité, si nos jeunes sont bien formés, compétents, ils seront recherchés.
Vous savez, un pays comme l'Inde a compris cela très tôt en formant chaque année un nombre important d'ingénieurs qui font que ce ne sont pas ces ingénieurs indiens qui courent après les visas, mais ce sont des pays comme l'Allemagne aujourd'hui qui chaque année négocient avec le gouvernement indien pour lui faire, pour qu'il y ait chaque année un certain nombre d'ingénieurs indiens qui arrivent légalement sur le marché indien parce qu'ils en ont besoin. On doit créer ce lot de compétences en Afrique qui font que les industries auront besoin de nos jeunes et que ce ne soit pas nos jeunes qui aient besoin de s'expatrier, mais que ce soit réellement la demande qui se fasse. Vous voyez, au-delà de ce webinaire sur l'inclusion financière, les enjeux sont vraiment sociétaux. Vous voyez, l'inclusion financière, l'IA aussi donne des opportunités vraiment au niveau vraiment de l'avenir de la jeunesse, de créer de l'espoir pour ces jeunes en créant des compétences pour pouvoir faire en sorte que ces jeunes puissent être utiles pour les banques, non seulement même les banques locales, parce que la demande est importante, les banques locales, les institutions locales, mais aussi étrangères. Et c'est ça l'avantage, le côté mondialisation, globalisation, grâce au numérique, grâce à l'acquisition de compétences et de talents en Afrique. Merci. Merci, Dr. Adja. Je crois qu'aujourd'hui, au niveau du secteur financier africain, qui quand même subit un certain nombre de, on va dire, de contraintes. Je veux parler, par exemple, de la COVID plus récemment, mais nous avons eu déjà en 2018 l'application de nouvelles règles prudentielles qui mettent quand même pas mal la pression sur les institutions bancaires. Et donc, dans ce contexte, il se pose aussi la question de la réduction des charges. Donc aujourd'hui, je crois que du côté des institutions financières, je crois que vous conviendrez avec moi que le regard qui est porté sur l'intelligence artificielle, c'est comment cette technologie pourrait contribuer également à réduire les charges, donc également à réduire les effectifs. La question qui pourrait se poser, c'est de savoir, en fait, combien, dans cette réduction d'effectifs, combien de nouveaux emplois sont créés? Est-ce qu'on a un ratio de 1,1 ou plutôt on a un ratio de 1,5, c'est-à-dire 5 départs pour une nouvelle entrée? J'aimerais avoir votre appréciation par rapport à cette question. Oui, actuellement, le ratio, effectivement, est vraiment faible. Ce n'est pas un remplacement automatique. C'est vraiment un ratio défavorable, un ratio négatif pour le moment, donc en parlant de 1,5. Mais comme je dis, c'est une situation un peu comme en économie, on voit, pour le moment, la courbe est descendante, mais justement, lorsque de plus en plus de personnes seront formées dans ces banques et aux enjeux de l'IA et que les nouveaux métiers de l'IA, les nouveaux besoins, les nouveaux services seront intégrés dans ces banques, le ratio va augmenter. Vous voyez, la courbe va augmenter pour faire en sorte que, effectivement, la main-d'œuvre liée au numérique, à l'IA, puisse justement être beaucoup plus croissante et le ratio pourra être beaucoup plus important en termes vraiment de création de postes de travail. Voilà. Merci, Dr. Adja. J'aimerais maintenant me tourner vers Daouda Amadou. Daouda, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le cadre réglementaire en place est assez favorable à une utilisation responsable, j'insiste sur ce mot, responsable de l'intelligence artificielle? Et là, j'aimerais particulièrement mettre l'accent sur l'aspect lié à la protection des données personnelles. Merci Maxime. Je vais juste un peu revenir un peu en arrière, juste pour rajouter un peu quelques éléments sur la partie formation. Et c'est pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que la thématique, les discussions aujourd'hui sont axées sur effectivement comment nous pouvons exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle pour vraiment favoriser l'inclusion financière en Afrique. Mais il faut dire aussi que dans nos pays, en général, en tout cas en Afrique subsaharienne, et il y a aussi le défi de la formation. Effectivement, le sujet que le docteur a abordé est un des points très importants. Si aujourd'hui, il faut exploiter ce potentiel, c'est sûr qu'il faut aussi des compétences qui vont utiliser ces technologies que je viens de citer, pas seulement liées spécifiquement à l'intelligence artificielle, mais surtout aux autres je peux dire technologies ou domaines connexes tels que la big data, tels que les objets connectés, tels que la blockchain. Donc, c'est pour dire que nous avons eu la chance à Novatech d'être impliqués dans ce travail-là avec le G5 Sahel.
nous avons été tout dernièrement à Nouakchott pour pouvoir échanger avec le G5 Sahel sur des métiers, en tout cas des métiers qu'il faut de plus en plus favoriser, parce que le docteur l'a dit aujourd'hui, c'est l'occasion pour nos institutions de formation d'innover, de revoir, de repenser la formation. Donc la formation est très importante et nous, à travers d'autres structures, nous le font. Donc pour revenir sur la question de la réglementation, c'est vraiment effectivement l'un des défis, l'un des défis parce que, en tout cas, le cas du Niger, on a déjà eu la chance qu'il y a déjà eu en tout cas quelques avancées, notamment sur des lois sur la protection des données à caractère individuel qui ont été votées. Et on a encore eu la chance d'avoir une haute autorité sur la protection des données à caractère individuel. Donc, c'est vraiment une structure de l'État qui a été créée tout récemment pour se pencher sur la question des données. Parce que tout comme fait l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit tantôt, se base sur une masse très importante de données et ces données-là, bien sûr, sont à utiliser avec efficience. Donc, je sais que dans le système bancaire, n'étant pas un spécialiste bancaire, je sais que ces données, le traitement bien, l'utilisation de ces données sont importantes. Mais en tout cas, au Niger, quand même, nos autorités se penchent sur cette question-là et c'est porté vraiment à très haut niveau. C'est pour dire que c'est pris en compte et heureusement, lors de rencontres avec des parties prenantes, cette question-là est vraiment débattue et nous avons la chance, en tout cas au Niger, d'avoir des textes qui réglementent cela. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire encore parce que l'idée, c'est de voir comment adapter ces réglementations-là avec ces technologies-là qui sont émergentes, qui peuvent représenter le futur. Donc, il y a déjà un travail qui est fait. Maintenant, au-delà communautaire, c'est sûr qu'avec la BCAO, je suis sûr que des études ont été déjà faites, ou bien des mesures ont été faites, ou bien sont en train d'être faites. Mais c'est sûr que c'est aussi un défi. Mais au Niger, nous avons déjà pris le train. À Matoubé, nous avons déjà même commencé à anticiper à cela, mais c'est en cours. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, par rapport à la partie réglementation sur la question liée à la protection des données qui pourront être utilisées dans le cadre de l'IA appliquée, bien sûr, à l'inclusion financière dans nos pays. Merci, Maxime. Merci, Daouda. Je crois que nous tirons tout doucement vers la fin de la session de questions et de réponses avec les panélistes. Donc, déjà, peut-être nous allons… je vais commencer peut-être par poser les toutes dernières questions. C'est vrai que tout à l'heure, dans votre intervention, Daouda, vous avez évoqué des textes des textes qui déjà permettent de pouvoir encadrer la protection des données personnelles, mais c'est vrai que souvent, il peut exister des textes, mais au niveau de l'application, on peut noter un certain nombre d'insuffisances. Donc, la question que j'aimerais vous poser, donc au-delà de l'existence de ces textes et déjà d'une agence ou d'un organisme qui est en charge, en fait, disons, de la surveillance de l'application de ces textes, est-ce que vous avez aujourd'hui des recommandations à formuler ou des recommandations à l'endroit des décideurs politiques, du régulateur financier qu'est la Banque centrale, justement pour pouvoir mettre en place, ou je dirais, asseoir un cadre réglementaire favorable pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et je dirais l'utilisation responsable. D'accord, merci Maxime pour cette question très intéressante. Effectivement, je pense que, comme on l'a dit, les défis sont énormes, hein, mais déjà le premier pas étant franchi de mettre en place ce cadre réglementaire à travers les textes et à travers aussi une structure dédiée à cela, c'est déjà, pour moi, c'est une avancée. C'est sûr que dans la mise en pratique, dans la mise en place, des défis sont là parce que la technologie évolue tellement vite. Aujourd'hui, déjà, nous n'avons pas encore fini le voyage de l'intelligence artificielle. On nous parle déjà de méta, donc du métaverse, déjà qui dessine déjà encore un autre futur. Mais en termes de recommandations concrètes, nous avons eu la chance, à travers notre association FinTech du Niger, de remettre un mémorandum. Nous avons eu la chance d'avoir remis un mémorandum à notre ministère, en tout cas en charge de ce volet lié à l'inclusion financière, notamment le ministère des Finances, où effectivement, dedans, nous avons comme recommandation, en tout cas,
souligner d'impliquer autant que possible, en tout cas, le secteur privé en général et même les fintechs en particulier dans l'élaboration des textes pour que nos avis soient pris en compte. Et tant que ça ne contredit pas la loi, tant que ça ne contredit pas certains textes en la matière, donc c'est surtout une implication des entreprises, des fintechs dans des réflexions pour que ça soit adapté vraiment à nos contextes. Donc c'est surtout ça, et aussi à travers des formations, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, en termes de recommandations, il faut mettre beaucoup l'accent sur les formations, d'où effectivement revoir en tout cas le curricula de formation, parce que nous qui sommes dans le secteur privé, nous recrutons. Et aujourd'hui, pour aller vite, nous avons besoin de ressources humaines qui ont déjà eu la base de formation dans les écoles pour que lorsque nous les recrutons, la valeur ajoutée que nous allons leur apporter va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Alors que s'il faut recruter une personne et la former à nouveau dans ce domaine de l'intelligence. Donc, la formation, elle est très importante et pour cela, il faut impliquer, bien sûr, des structures comme la CRIA ou la DFI ou d'autres structures. Je sais qu'actuellement, l'USMT a lancé tout dernièrement un master en Big Data et en intelligence artificielle. Et ça, c'est déjà bien, et étant donné que c'est une institution communautaire. Donc, en résumé, c'est vraiment une implication de tous les acteurs, surtout les fintechs, dans l'élaboration de ces textes pour que nous puissions aussi apporter nos contributions. Donc, voilà ce que je pourrais dire de manière résumée, une recommandation concrète parmi tant d'autres. Merci, Maxime. Merci, Daouda. J'aurais exactement la même question pour le docteur Adja. Aujourd'hui, vous conseillez, par exemple, les gouvernements africains. Donc, quelles seraient vos recommandations pour justement que ces gouvernements et également les régulateurs financiers avec lesquels vous travaillez puissent mettre en place un cadre financier qui soit assez favorable pour l'utilisation responsable, j'insiste toujours sur le thème responsable, de l'intelligence artificielle? Oui, je vous remercie. Une des premières recommandations, c'est vraiment d'accentuer la réglementation sur les données personnelles. Vous savez, il y a une législation qui se met en place, effectivement, comme ça a été dit au Niger, comme dans d'autres pays de la sous-région. Mais vous savez que jusqu'à présent, il n'y a pas encore vraiment un cadre de régulation sous-régional. Et il y a lieu de recommander que les pays africains puissent vraiment ratifier, vous voyez, les accords de Malabo, parce qu'au niveau de l'Afrique, tel que l'Europe, contrairement à ce que l'Europe qui a pu adopter justement la RGPD, cette réglementation générale de protection des données, à l'échelle européenne, l'Afrique n'a pas encore réellement cet instrument normatif au niveau continental qui a été créé, comme on parle de la Convention de l'Union africaine sur les données personnelles, la Convention de Malabo. Seuls quelques pays l'ont ratifié et le nombre n'est pas encore suffisant pour que cette réglementation entre en force. Donc ça, c'est une des recommandations, que vraiment les États africains puissent ratifier la Convention de Malabo sur les données personnelles afin de doter le continent vraiment de ce cadre juridique, ce cadre légal qui pourrait protéger davantage les citoyens, protéger davantage les données des citoyens. Deuxième recommandation, qui a été aussi rappelée tout à l'heure par M. Amadou, la question de la formation. Nous devons intensifier la formation, que ce soit au niveau, même déjà au niveau du primaire ou du secondaire, sur les enjeux du numérique. Vous savez, de plus en plus d'écoles en Europe proposent ce qu'ils appellent des classes de codage, vous voyez, des cours de codage, pour que déjà les jeunes puissent apprendre très tôt certains langages de programmation, certains langages de code. Par exemple, un des langages principaux de l'IA, ça s'appelle le Python. Et le Python n'est pas compliqué à apprendre. Et l'AFRIA, justement, depuis 2-3 ans maintenant, fait beaucoup de formations dans le domaine de la sensibilisation et de la formation en Python, dans les classes numériques. Et là, c'est une des recommandations que nous pouvons formuler à nos États, même au secteur privé, d'encourager les entreprises ou d'encourager les jeunes à l'acquisition des bases, des rudiments de l'IA, sans devenir forcément des spécialistes, mais d'être sensibilisés à ces enjeux, parce que malgré nos besoins concrets en Afrique, qui sont l'eau, l'électricité, l'accès à l'énergie, nous ne pouvons pas
comme certains disent, finir d'abord de régler ses problèmes avant de rentrer dans l'ère de l'IA. En fait, c'est ça le problème. L'Afrique n'a pas le choix. L'Afrique n'a pas fini de régler des problèmes de base, mais est déjà confrontée à des problèmes, vous voyez, du troisième millénaire. Donc, nous devons être à la fois régler des problèmes de base, mais en même temps régler des problèmes pointus. C'est ça, en fait, l'intelligence. L'intelligence que les gouvernants africains, enfin, l'intelligence qui est demandée de la part de la gouvernance en Afrique, c'est vraiment cette capacité à régler les problèmes de base, les problèmes fondamentaux, mais en même temps à pouvoir être à la pointe des enjeux d'aujourd'hui. Et c'est ça aussi les ODD, en fait. C'est vraiment de pouvoir être, disons, conscient de ces enjeux. Et je donne un exemple simple, enfin, la troisième recommandation, c'est d'investir dans les infrastructures sensibles de base, c'est-à-dire, par exemple, les data centers. Combien de pays africains aujourd'hui ont des data centers, des centres de données? Parce que la plupart de nos données, vraiment, vous voyez où elles sont traitées par les GAFAM, et nous devons avoir ce qu'on appelle nos data centers, et je félicite des États comme le Sénégal, comme le Togo, en tout cas pour rester en Afrique de l'Ouest, qui ont acquis récemment des data centers. Bon, je crois qu'il y en a d'autres aussi. Je n'ai pas toute la liste. Il semble que le Bénin aussi en a acquis. Parce que cela relève de la souveraineté de nos données. Vous voyez, nous devons avoir nos capacités de stockage de nos données si nous voulons parler de respect et de protection de ces données-là. Donc, voilà des recommandations concrètes qui consistent à investir dans les infrastructures sensibles. Et pour réussir cela, il faudrait un véritable partenariat public-privé afin de faire du secteur privé un levier puissant de développement du numérique et de l'IA. C'est comme ça que les pays du Nord l'ont fait. Il faut encourager le secteur privé à investir massivement dans l'IA et ça, c'est le rôle aussi des gouvernements d'encourager le secteur privé. Et enfin, favoriser la coopération internationale parce qu'on ne peut pas parler d'inclusion financière sans que, effectivement, nos pays ne soient à la fois connectés au dispositif de collecte de l'épargne locale, de l'épargne intérieure, mais aussi d'accès au système financier international. C'est d'ailleurs par là que j'aimerais terminer. Comme vous le savez, les pays du G20, par exemple, ont créé ce qu'ils appellent un partenariat global pour l'inclusion financière pour pouvoir promouvoir des stratégies nationales ou régionales d'inclusion financière qui permettent aussi de créer des réformes réglementaires pour faciliter l'accès aux services financiers innovants. Et là, nos pays peuvent se connecter à ces dispositifs pour pouvoir vraiment faire en sorte qu'il y ait réellement une économie qui puisse se baser non seulement sur la finance réelle, mais aussi la finance informelle pour pouvoir faire de nos populations des agents économiques pour non seulement la monnaie fiduciaire, mais aussi tout ce qui est système financier à travers le numérique, à travers l'IA. Voilà quelques recommandations que nous souhaitons formuler et vous remercier pour ces échanges très, très enrichissants. Merci infiniment, Dr. Adja et M. Daouda Hamadou. Je peux vous assurer que les échanges étaient vraiment très riches. On a appris énormément de choses. Et je vois déjà quand même pas mal de questions de nos chers panélistes, de nos chers participants, pardon. Donc, nous allons prendre 10-15 minutes pour y répondre très rapidement. J'ai déjà une première question de M. Akani Adou, que je salue au passage, qui est un coach sur DFI et qui souhaite savoir comment concrètement l'intelligence artificielle peut aider à faire un bon scoring de potentiels clients de nanocrédit mobile en utilisant les réseaux sociaux. J'aimerais peut-être me tourner vers le Dr. Adja pour poser cette question. Donc, comment l'intelligence artificielle peut contribuer à faire le scoring de nanocrédit à partir de données obtenues sur les réseaux sociaux? Oui, c'est une très belle question, une question pertinente. Et vous savez, le recueil de ces données, d'abord, est soumis à un certain nombre de règlements. On parle aujourd'hui du code du numérique, mais effectivement, c'est devenu une pratique aujourd'hui de pouvoir recueillir un certain nombre de données issues de la téléphonie mobile, des réseaux sociaux, pour faire du scoring, du scoring et pour l'attribution de crédit, de nanocrédit. Et l'intelligence artificielle, justement, aujourd'hui, à travers certains programmes, certains algorithmes, facilite le traitement des données qui sont recueillies, le traitement à travers un certain nombre d'outils discriminants. C'est-à-dire, en amont, vous pouvez programmer
ce que vous recherchez comme information de ses clients et l'algorithme, en fait, permet de pouvoir, à travers l'historique, de répondre, enfin, de mettre en valeur un certain nombre de réponses que vous recherchez. Il y a, pour répondre de façon concrète, il y a IBM qui a développé des applications qui répondent vraiment de façon pratique à ce genre de besoins de scoring. Donc, en réalité, pour ne pas réinventer la roue, ce que je recommande, ce que je conseille à notre interlocuteur pour la question, c'est de se rapprocher des structures dont les ingénieurs ont déjà développé justement ce genre d'algorithme pour voir quels sont les partenariats possibles. D'abord, peut-être partenariat d'utilisation et après, peut-être partenariat d'acquisition. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les questions que nous nous posons aujourd'hui dans ce domaine-là, il y a déjà un certain nombre d'ingénieurs qui y travaillent et qui ont besoin aussi d'expérimentation, d'expérimenter sur des publics cibles. Donc, c'est une opportunité pour se rapprocher d'IBM. Enfin, je ne fais pas de la publicité, mais c'est un exemple que je donne parmi d'autres pour voir comment tester ce genre d'application pour le scoring ou le nanoscoring dont parle notre interlocuteur. Merci. Merci, docteur Adja. J'ai une question là maintenant pour Daouda Amadou. C'est une question de Yahaya Chaibou. Donc, en fait, il souhaite savoir aujourd'hui, il dit en fait, avec la montée des fintech et de l'intelligence, la montée en puissance des fintech et de l'intelligence artificielle, quelle est la vision du régulateur en Afrique sur les fintech? Et quel est l'organisme de régulation des fintech? Et comment peut-il les accompagner? C'est une question pour Daouda Amadou. D'accord, merci Yaya et merci Maxime. Effectivement, c'est une excellente question. Et comme je le disais tantôt, c'est vrai que nous avons déjà des régulateurs classiques, hein, aussi bien quand vous prenez du secteur bancaire, la BCAO. Pour votre information, la BCAO a mis en place un comité FinTech déjà. Donc, et on a eu la chance lors de la dernière, en tout cas la toute première journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique qui a été organisée. Donc, nous avons eu en tout cas une présentation de la BCAO qui nous a confirmé que effectivement ce comité-là a été créé il y a quelques années, qui se pense déjà sur la question des fintech, en tout cas leur venue dans cet espace-là financier et qui est en train de, comme on dit, comme on dit le jargon anglophone, de disrupter, c'est-à-dire le statu quo qu'on connaissait avant. Donc déjà la BCAO déjà se penche, a commencé déjà à se pencher là-dessus et déjà nous avons aussi eu des échanges avec la BCAO sur cette question. Donc, c'est pour dire que la question de la régulation de l'écosystème des fintech est prise en compte. Il y a d'autres acteurs aussi qui, en tout cas, qui risquent de venir. Déjà, on sait que sur le côté de mobile, bon, ça, c'est surtout les régulateurs, notamment tels que les ARCEP dans les pays, mais même le ministère en charge de l'économie, que ce soit de l'économie numérique ou l'économie en tant que telle au niveau financier, est aussi en train de se pencher là-dessus. Donc, c'est pour dire que, étant donné que ce sont des nouveaux acteurs, des nouveaux entrants dans le marché, donc il va falloir effectivement mettre en place un cadre de régulation pour cela. Des pays sont très avancés. C'est sûr que, comme l'a dit le docteur, il ne faut pas réinventer la roue. Il faut prendre ce qui est bien, surtout quand on prend les pays de l'Afrique de l'Est et même dans notre sous-région, notamment au Nigeria, où là-bas, nous avons vraiment, je peux dire, des unicornes qui sont là. Donc, au Niger, en tout cas, on est en train de se pencher sur la question en se basant, bien sûr, sur ce comité FinTech de la BCAO et aussi sur les autres parties prenantes. Parce que n'oubliez pas que ce secteur-là, il est multi-acteur. Il est multi-acteur. Vous avez les banques, vous avez les telcos, vous avez le régulateur notamment, vous avez en tout cas tous ces acteurs-là, les SFD. Donc et c'est pour ça qu'effectivement, il y a une stratégie nationale de la finance inclusive qui a été élaborée, qui définit vraiment les différents axes sur lesquels il faudra mettre vraiment l'accent pour mettre dont la régulation fait partie. Donc, je ne sais pas si j'ai donné les éléments de base de cela, mais c'est une question qui est prise en compte aussi bien par le régulateur que par les structures de l'État. Merci, Daouda. Je crois quand même que c'est assez clair. En fait, j'ai une autre question de
de Yahaya Chaibou que cette fois-ci, je vais t'adresser au docteur Adja. En fait, il souhaiterait savoir quelle est la place de l'intelligence artificielle dans le secteur bancaire. Et bon, je crois qu'il pose une question également à laquelle vous avez déjà répondu, c'est de savoir est-ce que l'IA est en mesure de remplacer l'humain dans la gestion de comptes clients. Je crois que vous avez longuement répondu à cette question. Mais si vous souhaitez revenir là-dessus, il n'y a pas de souci. Docteur Adja? Docteur Adja? Ou bien, Daouda, je ne sais pas si tu me reçois. Oui, je suis là. Peut-être que le docteur a un petit souci. Donc, peut-être tu peux répondre à la question. Docteur est revenu. Hein? Il est revenu. OK. Le docteur est revenu, c'est bon. Oui, merci. Oui, en effet, la question a été répondue pendant la séance concernant effectivement l'importance de l'IA pour le secteur bancaire et la question de l'emploi, effectivement. Et de plus en plus de banques, et j'ai donné une liste de certaines banques qui travaillent justement avec un certain nombre d'ingénieurs, un certain nombre de sociétés aujourd'hui pour se doter d'applications qui favorisent le scoring, qui favorisent même le traitement aujourd'hui des chèques, le traitement d'un certain nombre d'opérations financières à travers les algorithmes, même les compensations entre banques. Vous voyez, tous ces aspects aujourd'hui utilisent l'intelligence artificielle. Et justement, il y a d'un côté une menace pour l'emploi, pour l'employabilité, mais en même temps, il y a une opportunité, comme je le disais, pour créer de nouvelles compétences et compenser la perte des emplois. Donc, aujourd'hui, le couple IA et banque est vraiment un couple qui est en bonne relation, est en bonne collaboration, parce que le secteur bancaire, en tout cas le secteur financier, de plus en plus prend conscience de l'importance de ces enjeux. C'est d'ailleurs pourquoi la Banque africaine de développement, la BAD, l'année dernière, a voté un budget de plusieurs centaines de millions de dollars dans le cadre de la facilité africaine de développement pour un certain nombre de PME africaines pour développer justement des outils pour favoriser l'inclusion financière sur le continent africain, que ce soit favorisé au niveau de des institutions de microfinance, même au niveau de tout ce qui est aujourd'hui blockchain, comment la blockchain peut faciliter l'accès à certaines ressources financières, ou même de créer des ATM, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui disons des centres, donc des machines d'accès disons aux cartes bancaires, mais connectées à tout ce qui est monnaie virtuelle. Vous voyez, il y a des recherches aujourd'hui sur le continent qui font que nous avons de plus en plus l'espoir que le système financier va se décentraliser à travers la blockchain, à travers aussi les monnaies virtuelles, le Bitcoin, pour pouvoir aussi contribuer à créer des monnaies virtuelles comme le e-Naira ou d'autres. Donc, c'est ça, en fait, l'enjeu, d'être à la fois dans la banque traditionnelle, dans la bancarisation, mais en même temps, pouvoir bénéficier des dernières technologies bancaires, afin aujourd'hui de faire même aujourd'hui, l'Afrique va s'ouvrir maintenant de plus en plus aux banques en ligne, aux banques sans agence, aux banques sans les murs, vous voyez, sans devoir construire des infrastructures. Il y a des projets bancaires actuellement en Afrique qui font qu'en fait, il suffit d'avoir l'agrément bancaire, vous pouvez créer votre banque sans construire des murs. Vous voyez, donc ça, par exemple, c'est un enjeu important de favoriser aujourd'hui la création de nouvelles banques, de néobanques, avec l'agrément bancaire dans le marché sous-régional, mais avec un investissement beaucoup moindre en termes d'infrastructures, en termes disons de personnel. Ça, c'est des sujets sur lesquels nous pouvons aussi revenir pour en discuter prochainement avec la DFI. Il y a des opportunités vraiment de pouvoir être présent sur le secteur bancaire, mais avec moins d'investissement qu'autrefois, parce que l'IA, parce que le numérique
permet aujourd'hui de créer des banques grâce au cloud, des possibilités donc de faire des opérations dans le cloud, et de pouvoir vraiment avoir sa banque à moindre coût, mais avec la réglementation, en conformité avec la réglementation bancaire de la sous-région, BAL 2, BAL 3 et tous ces aspects. Donc, c'est important de pouvoir continuer de poursuivre cette réflexion sur vraiment les atouts de l'IA au service du secteur bancaire africain et sous-régional en particulier. Merci, Dr. Adja. Je crois qu'il nous reste moins de 10 minutes pour clôturer ce webinaire. Donc, nous allons prendre encore rapidement quelques questions. Nous avons en fait plusieurs participants. J'aimerais citer Marius Djebou et Raoul Akodogo qui souhaiteraient savoir quelles sont les formations offertes par l'AFRIA. Donc, peut-être en off, je me rapprocherai du Dr. Adja justement pour pouvoir leur adresser des réponses. Donc, ils souhaitaient savoir quelles formations sont offertes par l'AFRIA et si vous pouvez également indiquer les plateformes sur lesquelles elles sont disponibles. Donc, je me rapprocherai du Dr. Adja pour répondre à leurs préoccupations. Je crois également que Raoul Akodogo souhaiterait avoir l'adresse email du docteur Adja. Donc, ça également, on verra tout ça en offre. Donc là, j'ai une question maintenant de Marius Djebou qui souhaiterait savoir quelles sont les difficultés des entreprises béninoises à implémenter l'IA pour alléger la tâche à leurs clients. Je crois que longuement pendant la discussion, nous avons évoqué un certain nombre de difficultés au niveau du secteur bancaire, mais je crois que la question de Marius Djebou est beaucoup plus large. Je crois que peut-être sa question sort du secteur bancaire. Donc, je ne sais pas, Dr. Adja, si vous souhaiterez réagir, répondre à cette question. Oui, je vous remercie. Alors, merci à M. Djebou pour cette question. Je note deux, trois difficultés qui sont aussi issues de nos discussions. La première difficulté est la question de la formation. Beaucoup de chefs d'entreprise ne sont pas encore formés ou sensibilisés, vous voyez, sur l'importance de l'IA ou même du numérique dans les processus de leur entreprise. Vous savez, quand on parle de numérique ou d'IA, certains chefs d'entreprise pensent que c'est juste d'avoir un ordinateur ou d'équiper l'équipe en ordinateur et c'est tout. Il y a toute une réflexion, une sensibilisation à faire sur ce qu'on appelle le système d'information même de l'entreprise. Vous voyez, comment gérer le système d'information? Est-ce que c'est avec des ERP? Avec quel genre de dispositif? Pour pouvoir sécuriser l'information, il y a des enjeux pour encore approfondir la réponse, des enjeux de cybersécurité. Aujourd'hui, quand vous récupérez les cartes de visite de beaucoup de chefs d'entreprise ou même parfois de membres de gouvernement, vous verrez des adresses email en Yahoo, yahoo.fr, yahoo.com. Ça veut dire que toutes les données qui passent dans ces emails, vous voyez, sont stockées au niveau donc des États-Unis, enfin même gmail.com. Alors c'est vrai que c'est une tendance, c'est une mode, mais de plus en plus aujourd'hui nous parlons aussi, nous attirons l'attention sur la souveraineté des données. Avec un data center, avec des données dans nos pays, nous pourrons créer des adresses email en .bj, en .tg pour le Togo, pour le Niger, en point, je sais pas, c'est NE ou NG pour le Niger ou le Nigeria. C'est important que l'Afrique aussi ait sa souveraineté des données et que les entreprises y contribuent. Je pense qu'il y a même un programme de la CCIB, de la Chambre de commerce du Bénin, pour favoriser l'accès du nom de domaine .bj aux entreprises. Je crois à titre gracieux, selon un programme. Donc, nous devons sensibiliser les chambres de commerce dans les pays en Afrique en général, puisque notre webinaire, c'est sur l'Afrique, et dans les pays en particulier, que ce soit au Tchad, je crois qu'il y a quelqu'un du Tchad dans le webinaire, ou dans d'autres pays, pour que les chambres de commerce de nos pays vraiment puissent sensibiliser les entreprises à l'utilisation des noms de domaines nationaux, des DNS nationaux, afin que nos données restent dans le pays. C'est vrai qu'il y a des enjeux de confiance. On peut se poser la question si les données au niveau national aussi sont sécurisées, vu parfois les problèmes politiques et autres, mais on n'a pas le choix si nous voulons vraiment aller vers la souveraineté numérique de nos données. Donc, la question de M. Djebou est très importante parce qu'elle m'a permis d'aborder ce point que je n'avais pas abordé. C'est vraiment la question des noms de domaines nationaux que nos entreprises peuvent aider
dont les entreprises peuvent aider à favoriser l'appropriation et le développement. Je vous remercie. D'accord. Maxime, si tu me donnes juste 30 secondes pour, c'est possible? Bien sûr, vas-y. Rapidement, je sais qu'on n'est pas loin de la fin, mais pour juste aborder dans le même sujet que le docteur, c'est effectivement le cas concret, nous, on l'a fait parce que nous, quand on a créé à l'époque notre entreprise Novatech, la question effectivement de la souveraineté de nos données, nous avons déjà pris ça en compte. La preuve, aujourd'hui, notre nom de domaine, c'est novatech.ne. Et tous nos emails sont en novatech.ne. Effectivement, docteur, je suis entièrement d'accord avec vous. Et cette question-là, nous avons à plusieurs fois porté cela auprès de nos autorités pour les dire, effectivement, la souveraineté de nos données, elle est capitale. Elle est capitale. Donc, au Niger, il y a un projet, bien sûr, de data center. Mais si aujourd'hui on veut faciliter la digitalisation, le numérique ou l'utilisation de l'IA, il y a en tout cas des parties sur lesquelles nous devons mettre la main. Juste pour ne pas faire de publicité rapidement, pour terminer sur ce point, aujourd'hui, vous prenez le cas du Rwanda. Aujourd'hui, la question de la souveraineté, elle est prise en compte. On a eu à plusieurs fois à travailler avec des partenaires internationaux où quand on, bien sûr, basé au Rwanda, et dès qu'on arrive au Rwanda, automatiquement, la question de la souveraineté se pose. Pour eux, pratiquement impossible. Même si vous devrez réinstaller la même application qui est dans le cloud, ils vont vous demander de l'installer chez eux et de l'utiliser. Et bien sûr, ce qui fait gagner beaucoup, parce qu'aujourd'hui, si pour une raison ou pour une autre, l'Internet mondial se coupe, les données sont locales et ça facilite énormément. Et l'impact qu'il y a aujourd'hui, après ce qu'on appelle les points d'échange Internet, nous, ce sont des choses, ce sont des questions sur lesquelles nous avons, depuis très longtemps, nous sommes en train de nous battre, mais malheureusement, ce n'est pas passé. Donc, Maxime, excuse-moi, voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ce que le docteur a dit. Merci. Merci Daouda. Je vais rester avec toi pour poser la dernière question de ce webinaire. C'est une question en fait de Papa Amadou Sen. Donc en fait, il rebondit sur un chiffre que tu as eu à évoquer pendant le webinaire. 80% de la population du Niger qui vivrait en zone rurale. Et donc sa question est de savoir, est-ce que les fintechs ont bien pris en compte les coûts des innovations en cours pour cette partie de la population en tenant compte, bien sûr, de leur niveau de précarité et de tout ce qui tourne autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je veux par exemple citer la disponibilité de l'Internet ou le recours au smartphone. Donc, est-ce que les fintechs ont bien pris en compte tous ces aspects liés à l'innovation? D'accord. Merci Maxime, merci Papa Amadou Sen. C'est une question très intéressante. Et nous, en tout cas, Novatech, peut-être d'autres entreprises, nous, les innovations que nous mettons en place sont basées d'abord en nous tenant compte de la réalité du terrain. Et nous adoptons une méthode, bien sûr, qui est très utilisée dans le système des startups, surtout aux États-Unis, qu'on appelle le design thinking. Nous utilisons la méthodologie design thinking pour pouvoir apporter des solutions. Nous ne partons pas de zéro, nous partons même sur le terrain. Nous sommes en immersion avec les populations, nous voyons comment ces populations vivent, quels sont les moyens d'abord qui sont à leur portée. C'est pour ça qu'au début du webinaire, j'ai parlé de la question du WhatsApp. Aujourd'hui, quand vous allez dans un village reculé, tant que, bien sûr, la question de l'accès réseau, et ça, c'est un autre sujet, tant que en tout cas la personne qui vit en milieu rural a accès au réseau, nous partons sur cela. Et autre exemple, nous avons aussi développé des solutions basées sur ce qu'on appelle le IVR. Le IVR, ça veut dire ce sont ce qu'on appelle des répondeurs vocaux. C'est-à-dire que nous avons mis en place un système, quand vous appelez un numéro court, automatiquement vous tombez sur un serveur vocal avec des informations déjà enregistrées et en fonction du choix que vous avez fait. Et en tenant aussi compte de la langue. Nous tenons compte aussi des langues qui sont parlées. Donc, nous, à Novatech, nous faisons vraiment de l'innovation basée sur les réalités du monde rural. Et c'est un peu ça notre force, ce qui fait que nous travaillons avec pas mal de partenaires, en tout cas, pour ne pas faire de la publicité. Donc, et bien sûr, nous tenons compte des contraintes, notamment d'accès au réseau, des contraintes d'analphabétisme, des contraintes, bien sûr, de précarité, de pouvoir d'achat. Et nous avons interrogé beaucoup de paysans, en tout cas des cultivateurs. Tant que la solution répond réellement à leurs besoins, certaines populations, malgré le pouvoir d'achat faible, sont prêtes à contribuer pour que le modèle économique soit viable, bien sûr, avec un montant, en tout cas, assez raisonnable. Donc, bien sûr, ce sont des questions sur lesquelles nous tenons compte énormément.
que nous parlons, juste pour terminer, que nous parlons d'IA, c'est-à-dire d'intelligence artificielle, que nous parlons de cloud, que nous parlons de toutes ces technologies, en tout cas, sachez que ce sont des technologies qui sont adaptables à nos environnements en tenant compte de nos réalités. Et c'est ça vraiment qui fait en sorte que nous, au sein de notre entreprise, nous prenons en compte cela. Voilà, Maxime, pour terminer à la question. Merci. Maxime, tu es ennuyé, hein? Okay. Oula. Disons, en fait, j'étais tellement séduit par la qualité de toutes ces réponses que j'ai oublié complètement de remettre mon micro, d'activer mon micro. Donc, je remercie Daouda, je remercie également le docteur Adja. Je crois que nous avons passé 1h30 au cours desquels nous avons eu des échanges très, très riches. Malheureusement, nous ne serons pas en mesure de répondre aux questions posées par l'ensemble des participants. Je crois que la qualité des échanges était quand même d'un très haut niveau, ce qui a suscité quand même pas mal de questions. Et vous comprendrez que s'il fallait y répondre, plus les questions viennent, plus les réponses sont bien élaborées, comment on appelle, bien structurées, que ça suscite de nouvelles questions, on ne terminerait jamais le webinaire. Donc, chers participants, je vous prie de nous excuser. Nous penserons à prendre contact avec les panélistes afin de vous proposer des réponses au cours de la semaine. Sur ce, j'aimerais remercier une fois encore très sincèrement le docteur Adja, M. Daouda Amadou de Novatech pour le temps qu'ils ont bien voulu nous consacrer pour ce webinaire. Et je voudrais également remercier nos chers participants qui ont sacrifié leur samedi pour pouvoir participer, suivre cet échange. Merci à vous tous et je voudrais vous dire à très bientôt. Au revoir, merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci pour l'invitation. Merci à tous les participants. À bientôt. Au revoir. Merci, docteur. Au revoir, à bientôt. Salutations à Niamey. Et à tous merci, docteur. Merci, à très bientôt. Merci, docteur. Et à bientôt sur nous. Au revoir. Au revoir, monsieur Lokossi. À bientôt. Merci, Maxime. Au revoir, Maxime. Okay.